Cette séance sera une séance introductive, si on veut le dire. Une séance pour avoir une idée claire le marketing stratégique, ou qu'est-ce qu'on veut dire par le marketing stratégique, quel est son rôle, ou quelle est la différence entre ce qu'on appelle le marketing opérationnel, le marketing de la façon qu'on a déjà vu l'année dernière, et le marketing stratégique. Alors, déjà, si vous vous rappelez, quand on dit marketing de façon générale, donc marketing, on a déjà dit comme quoi ce sont des techniques qui permettent bien sûr d'attirer les clients, de maximiser les ventes du produit, de le commercialiser de façon plus performante. Ça permet bien sûr de maximiser les bénéfices de l'entreprise et de satisfaire les besoins des clients. Donc là, c'est à peu près la définition du marketing. qu'on a déjà fait pas mal de fois. Comme quoi ça sert bien sûr à la satisfaction des besoins, à attirer des clients, etc., etc. Très bien. Alors, ce qu'on a vu, si par exemple je prends l'objectif, comme l'exemple que vous voyez ici, j'ai une entreprise, par exemple, elle cherche à atteindre ces deux objectifs. Elle cherche à augmenter son chiffre d'affaires, ou le chiffre d'affaires d'un produit, par 3% d'ici avril 2021. C'est-à-dire d'ici à peu près 6 mois. Donc, on cherche à augmenter le chiffre d'affaires de l'un de nos produits par 3%. Une autre entreprise, par exemple, qui veut augmenter la demande sur son produit dans le mois prochain, c'est-à-dire dans le mois de janvier 2021. Donc, on veut augmenter à peu près la demande sur notre produit. Très bien. Donc, on a des deux objectifs. Si on veut l'atteindre ou les atteindre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je veux, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires de mon produit par 3%. Alors, on dit pas mal de techniques que je peux utiliser pour atteindre ces objectifs, bien sûr. Parmi ces techniques, soit, par exemple, je vais faire de la publicité, soit je vais faire des remises, je vais faire des promotions, je vais diminuer le prix, etc. Alors, il y en a plusieurs techniques pour le faire, pour atteindre ces objectifs. Donc, soit on va par exemple adapter une promotion, on peut par exemple changer d'emballage, on peut ajouter et utiliser de nouveaux canaux de distribution, de nouveaux points de vente. Donc, ça peut me permettre d'augmenter mes ventes. Je peux bien sûr diminuer mon prix de vente. Je peux réaliser plus de publicité, élargir plus la gamme de mes produits, ajouter de nouveaux articles et de nouveaux modèles au niveau de la gamme. Donc, toutes ces techniques peuvent me permettre d'atteindre ces objectifs qui sont d'augmenter, par exemple, le chiffre d'affaires d'ici avril 2021 ou d'améliorer la demande d'ici le mois prochain. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les techniques Kamlin, toutes ces techniques que j'ai prises ici comme exemple pour atteindre ces objectifs, ce sont des techniques qui font partie des 4 P, ou du marketing opérationnel. Donc, donc, tout ce qu'on a vu à peu près l'année dernière, c'était du marketing opérationnel. Donc, on met les 4 P avec la politique de produit, politique de prix, politique de distribution et politique de communication. À part ça, aussi, on a déjà vu comment on fait au niveau des études de marché, comportement de consommateurs, etc. C'est une partie qui fait donc c'est une partie du marketing qui s'appelle le marketing d'études. C'est un autre volet. Alors, d'abord je reviens au marketing opérationnel ou ce qu'on appelle les 4 P. Donc, généralement, les 4 P ou le marketing opérationnel, on l'utilise surtout dans le cas où on cherche à atteindre des objectifs opérationnels. Je nomme des objectifs opérationnels. Objectifs qu'on peut les atteindre, mais à court terme, c'est-à-dire sans dépasser un an. Donc, on dit un objectif, je veux l'atteindre d'ici 6 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, etc. Donc, pour atteindre ces objectifs, on peut utiliser les 4 P.
L'exemple, comme l'exemple qu'on a maintenant. En même temps, si vous le constatez, les objectifs, des objectifs opérationnels, ce sont des objectifs qui sont assez faciles et assez simples. Ce ne sont pas des objectifs très compliqués. Donc, ce sont des objectifs qui sont simples, qui sont faciles, ou des objectifs qu'on peut atteindre dans un laps de temps qui est court. Ils sont simples. On parle les ventes, les clients, peut-être l'image, etc. Donc, pour les atteindre, on ne va pas avoir besoin vraiment de changer peut-être l'entreprise Kamla ou la stratégie d'entreprise Kamla. Non. Donc, pour atteindre ces objectifs, on a besoin tout simplement de mettre en place des techniques marketing qui font partie des 4P. Et ça peut nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, le fait maintenant de faire une promotion, d'ajouter ou de mettre plus de publicité, d'ajouter des nouveaux points de vente, ou d'utiliser de nouveaux points de vente. Donc, les trois, par exemple, techniques ou les quatre techniques, peuvent me permettre d'atteindre ces objectifs facilement. Très bien. Donc, ce qu'on a vu l'année dernière à peu près, c'était du marketing opérationnel. Quand on dit marketing opérationnel, ce sont les 4P et qu'on utilise pour atteindre surtout des objectifs qu'on cherche à atteindre sur le court terme. Donc, par exemple, une entreprise. Vous désactivez le micro, s'il vous plaît, à part si vous avez des questions. Alors, par exemple, j'ai une entreprise, elle veut augmenter ses ventes, elle veut augmenter son chiffre d'affaires, elle veut, par exemple, augmenter la demande sur un produit, elle veut, par exemple, améliorer à peu près son image, etc. Donc, elle peut jouer sur les 4P pour atteindre ses objectifs. Très bien. Alors maintenant, je vais vous donner d'autres objectifs. On va voir un peu la différence. Alors là, j'ai pris deux exemples, deux objectifs qui sont imaginaires, bien sûr. Donc, ce sont des objectifs imaginaires. Donc, on va imaginer seulement. On a par exemple Coca-Cola qui veut ajouter l'activité produits laitiers. Donc, on sait déjà comme quoi Coca-Cola est une entreprise qui commercialise des boissons gazeuses, commercialise l'eau aussi, l'eau de table avec sa marque Ciel. Elle commercialise les jus aussi. On a dit comme quoi Coca-Cola, elle veut intégrer une nouvelle activité liée les produits laitiers. Alors, j'ai pris un autre exemple. L'entreprise Bimo, qui est une entreprise marocaine spécialisée dans les biscuits. Donc, Bimo veut attaquer le marché africain. Par exemple, il veut intégrer le marché sénégalais ou le marché algérien. Donc, la différence entre les objectifs qu'on a vus tout à l'heure, augmentation du chiffre d'affaires d'ici 2021, augmentation de la demande d'ici le mois prochain. Si on compare les deux objectifs qu'on a vus par rapport à ces deux objectifs, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la première chose, les deux objectifs suivants, ce sont des objectifs on les appelle des objectifs stratégiques. Pourquoi? Parce que ce sont des objectifs qu'on doit vraiment passer beaucoup de temps avant de les atteindre. Beaucoup de temps au niveau de la réflexion, au niveau de planification, etc. Donc, ce ne sont pas des objectifs faciles. Ce ne sont pas des objectifs simples. Mais quand Bimo, elle veut intégrer le marché africain. C'est une décision vraiment très, très difficile. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, pour intégrer ce marché africain, je dois faire beaucoup d'études, je dois faire pas mal de choses pour prendre cette décision. Ce n'est pas une décision simple.
وماشي غادي نجي par exemple si elle veut intégrer le marché africain, Bimo ne va pas juste concevoir avec le produit et où elle va fixer le prix, dire la publicité, elle va le lancer. Impossible, non. On doit pas se limiter à les 4P, mais on doit suivre toute une démarche pour prendre la décision. Et c'est une décision très très difficile à prendre. C'est une décision qui est très importante sur la survie de l'entreprise. Elle a un service ou un produit, mais c'est une décision qui peut impliquer la survie de l'entreprise. C'est-à-dire, si elle échoue, ça peut créer de grands problèmes sur l'entreprise. Supposons que l'internationalisation vers le marché africain a échoué. Ça va se répercuter à la vie de l'entreprise. La même chose pour Coca-Cola. Supposons qu'elle a intégré le marché des produits laitiers et ça n'a pas marché. Ça peut vraiment avoir de mauvaises conséquences sur l'entreprise. Donc, c'est pour cela que, comme quoi ce sont des objectifs très, très importants, très difficiles à atteindre. Ce sont des objectifs qui nécessitent un laps de temps qui est très long. Donc, on ne va pas les atteindre 2 ou 3 mois. Non. Ce sont des objectifs qui nécessitent peut-être 2, 3 ans de réflexion, 3 ans de travail, juste pour avoir la possibilité de prendre ce genre de décision. Donc, c'est ça la différence entre objectif opérationnel et objectif qui est stratégique. Donc, un objectif opérationnel, on peut l'atteindre avec les 4P seulement. Un objectif stratégique, on va utiliser les 4P, mais ils ne sont pas suffisants, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre ce genre de décision, pour atteindre ce genre d'objectif? On doit faire une analyse du marché qu'on veut attaquer, par exemple, le marché des produits laitiers ou le marché africain. Donc, on doit bien l'analyser. On doit faire ce qu'on appelle une planification ou planifier, c'est-à-dire élaborer tout un plan à suivre. On va voir le plan, c'est quoi ce plan, comment on va l'élaborer. Donc, on doit faire un plan et on doit élaborer toute une stratégie, c'est-à-dire quels sont les axes qu'on doit suivre pour atteindre notre objectif. Donc, ces éléments font partie de ce qu'on appelle le marketing stratégique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la différence entre marketing stratégique et marketing opérationnel, c'est que le marketing stratégique, ce sont surtout des décisions qu'on va prendre. C'est une planification. C'est un ensemble de stratégies qu'on va mettre en place pour atteindre surtout des objectifs à long terme, sur le long terme. Pour atteindre des objectifs qui sont difficiles et des objectifs qui sont très compliqués. Donc, mais qui connaissent des objectifs très compliqués, très difficiles à atteindre, des objectifs qui peuvent, comme j'ai dit, impliquer la survie de l'entreprise. Ça implique la survie de l'entreprise. Il est même, par exemple, la décision, ça peut même détruire l'entreprise. On va dépenser vraiment de l'argent, on va jouer un peu sur l'image de toute l'entreprise, on va intégrer un nouveau marché. Donc, ce sont des décisions très, très difficiles. Par contre, le marketing opérationnel, bien sûr, supposons, j'ai mis une promotion et ça n'a pas marché. Ça ne va pas vraiment influencer la survie de l'entreprise. J'ai changé l'emballage ou par exemple, j'ai fait une publicité où ça n'a pas donné de résultat. Ça ne va pas détruire l'entreprise. Non. L'impact de ces techniques n'est pas vraiment très grave sur l'entreprise, contrairement au marketing stratégique. Alors, ce qu'on va voir au niveau de semestre, au niveau du marketing stratégique, on va voir toutes les techniques, la démarche plutôt, la démarche qu'on doit suivre pour prendre
ces grandes décisions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la démarche à suivre si on veut prendre une grande décision au niveau de l'entreprise? Comme les deux exemples que je vous ai donnés. Donc, on va voir comment on va planifier, comment on élabore une stratégie, bien sûr, pour atteindre nos objectifs stratégiques. Alors, le tableau, ça va nous donner juste une synthèse, une récapitulation sur la différence entre les deux, entre le marketing opérationnel et le marketing stratégique. Alors, le marketing opérationnel, c'est surtout les 4 P. Donc, il se base sur le 4 P. Politique de produit, de prix, de distribution et de communication. Il permet d'atteindre des objectifs à court terme, surtout. C'est pour prendre des décisions qui sont moins compliquées, qui sont assez simples, et des décisions qui peuvent être prises généralement par le personnel ou par les collaborateurs de l'entreprise. Donc, les décisions qui les chefs de département, les chefs de service, sans aucun souci. Par contre, le marketing stratégique, c'est une planification. Donc, on ne parle pas seulement des 4 P, mais tout un plan qu'on va suivre. C'est pour atteindre des objectifs à moyen et surtout sur le long terme. C'est pour prendre des décisions qui sont très compliquées, très difficiles. Et généralement, les décisions qui sont prises au niveau du marketing stratégique sont des décisions qui sont prises par les grands responsables. Donc, qui sont prises par les grands responsables d'entreprise. Généralement, c'est le chef ou le gérant ou le directeur d'entreprise ou le directeur marketing qui prend ce genre de décision stratégique. D'attaquer maintenant un nouveau marché, d'intégrer une nouvelle activité, de changer peut-être le nom de l'entreprise, de changer l'activité de l'entreprise. Et donc, ce sont des décisions très, très compliquées. Alors, donc, on va voir quelle est cette démarche, ou quelle est la démarche à suivre si on veut prendre ce genre de décision. Donc, par exemple, la décision qui est assez compliquée, l'exemple qu'on a déjà vu, la démarche marketing, un diagnostic, une segmentation, un ciblage, un positionnement et un marketing mix. C'est la démarche marketing كاملة. حنا غنشوفوا فيها فين هي la partie stratégique وفين هي la partie opérationnelle. Alors, la démarche marketing, je كتقول لي كتقول لك انه فين ما نبغي ناخذ واحد la décision très très importante, واحد la décision stratégique, واحد la décision très compliquée, on doit suivre cette démarche. C'est-à-dire, on doit commencer par un diagnostic stratégique. Alors, c'est quoi ce diagnostic stratégique? Je pense, vous avez déjà vu le diagnostic financier. Le diagnostic financier, il sert généralement à analyser la situation financière de l'entreprise. Si vous avez déjà vu le diagnostic financier, on le fait pour analyser la situation financière de l'entreprise. Très bien. Diagnostic stratégique, c'est à peu près la même chose. Le diagnostic stratégique, c'est un diagnostic plus global. Le diagnostic financier, il fait partie du diagnostic stratégique. Et le diagnostic stratégique, son objectif, c'est d'analyser la situation globale de l'entreprise. Donc, je dis la situation globale, c'est-à-dire situation financière, situation commerciale, situation marketing, ressources humaines, tout ce que vous pouvez imaginer, on doit l'analyser. Donc, c'est ça l'objectif du diagnostic stratégique, c'est qu'il permet de faire une analyse globale, que ce soit en interne ou en externe, de l'entreprise. Donc, c'est ça l'objectif du diagnostic. Le diagnostic, il est très important. وعلاش هو كيكون عندنا في le départ.
pourquoi on doit élaborer un diagnostic au départ? Tout simplement pour savoir si l'entreprise a la capacité d'atteindre cet objectif, son objectif stratégique. Donc, كندير هاد diagnostic stratégique باش نعرف واش عندي la possibilité وعندي la capacité d'atteindre هذاك l'objectif stratégique que j'ai fixé. حيت كي ندير واحد l'analyse au niveau interne ou كندير une analyse au niveau externe, on va voir tout ça par la suite en détail. Alors, une fois on élabore notre diagnostic stratégique, كنشوفوا la situation de l'entreprise comment elle est, on essaie aussi d'avoir une idée sur la situation du marché. Par la suite, كندوزو la deuxième étape اللي كتجمع لنا la segmentation du marché, le ciblage et le positionnement. Alors là, les trois étapes, on en a déjà parlé, mais on va y revenir aussi ce semestre, Inch'Allah, parce qu'on va voir de nouvelles choses aussi. Alors, la segmentation, on a déjà dit, c'est le fait, bien sûr, de faire le découpage du marché pour chercher les segments, ou les groupes, les différents groupes de clientèle. Donc, bien sûr, des groupes qui sont homogènes. Donc, c'est pour cela qu'on fait la segmentation. Donc, c'est pour découper le marché en sous-ensemble homogène, bien sûr, ou là, en segments de clientèle. Alors, par la suite, on va choisir quels sont les segments qu'on va attaquer, quelles sont les cibles qu'on va viser. C'est ça l'objectif de l'opération de ciblage. Et par la suite, on passe au positionnement. Et là, on doit bien sûr déterminer les caractéristiques de notre produit, de nos produits en général, et bien sûr déterminer l'image qu'on veut insérer chez le consommateur. Et à ce niveau-là, qu'on va choisir aussi la stratégie marketing qu'on va suivre. Alors, les étapes, ce sont les étapes qui font partie du marketing stratégique. Donc, marketing stratégique, c'est le diagnostic, c'est la segmentation, le ciblage et le positionnement. Une fois on réalise notre positionnement, maintenant on passe au marketing mix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la conception du produit, pré-promotion et distribution. D'abord, pour vous donner un exemple, supposons, je vais revenir à l'exemple que j'ai mis tout à l'heure. BIMO, par exemple, BIMO qui veut intégrer le marché africain, soit disons le marché sénégalais. Donc, BIMO qui veut intégrer ce marché. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit élaborer un diagnostic stratégique. Chauffe la situation de l'entreprise qui est là, comment elle est, et aussi étudier le marché sénégalais, avec le marché qu'on veut attaquer. Donc, deux choses à faire. Donc, déterminer ma situation interne et analyser la situation externe. Donc, on chauffe la situation de l'entreprise et la situation du marché qu'on veut intégrer. Très bien. Par la suite, elle doit faire une segmentation, c'est-à-dire elle doit segmenter avec le marché sénégalais et voir et déterminer quels sont les segments qui existent au niveau du marché. Après, elle doit choisir ses cibles. Quelles sont les catégories qu'on va cibler? On va cibler toute la population, on va cibler seulement les jeunes, les jeunes et les enfants, etc., etc. Et après, elle doit passer au positionnement. C'est-à-dire, quelle est la stratégie qu'on va suivre pour commercialiser les biscuits du BIMO au Sénégal? Quelle est l'image qu'on veut donner à notre produit? Quelles sont les caractéristiques de ces biscuits? Maintenant, on va arrêter au niveau stratégique. Le positionnement, c'est la dernière phase au niveau stratégique. Mais elle va passer, bien sûr, au marketing opérationnel. Le marketing mix. Donc, elle va commencer la production de ces biscuits. Elle va déterminer la marque de ces biscuits. Elle va créer son emballage, son conditionnement. Elle va fixer le prix de vente.
elle va choisir ses techniques publicitaires et elle va commencer la distribution de ces biscuits dans ce pays. Donc, là, le marketing opérationnel, un peu le chill pratique, c'est-à-dire, j'ai commencé à travailler sur mes produits. Mais avant de l'opérationnel, c'est la phase qui est stratégique. Il y a surtout des études et des analyses qu'on fait avant. Ou le marketing stratégique, la phase, ما كنديروهاش une semaine ou un mois ou 2 mois. Non. Le diagnostic stratégique, ça peut nous prendre 2 ans. Bien sûr. Ou un an pour élaborer tout un diagnostic. Donc, c'est ça un peu la particularité du marketing stratégique. Donc, la démarche marketing, c'est la démarche qu'on va suivre pour prendre des décisions très importantes. Donc, si on veut prendre des grandes décisions, on doit suivre toute cette démarche. Si on veut prendre des décisions simples, la démarche كاملة. Non. Si on veut prendre des décisions simples, par exemple, monter les ventes, augmenter le chiffre d'affaires, etc. Et là, seulement le marketing opérationnel. On essaie juste de chercher des techniques de marketing opérationnel qui vont nous permettre, par exemple, d'augmenter les ventes. Et c'est un objectif qui est simple à atteindre. Par contre, si l'objectif est très difficile, un objectif très compliqué, un objectif stratégique sur le long terme, et là, on doit suivre toute cette stratégie, toute cette démarche. Pardon. Donc, voilà. Donc, le premier chapitre, ça va être le diagnostic stratégique. Soi-disant, la première partie du module. Pour faire un diagnostic, il y en a plusieurs outils, plusieurs techniques, plusieurs moyens pour faire le diagnostic. Là, on va essayer de voir toutes ces techniques pour réaliser un diagnostic stratégique. Après, on va passer bien sûr à la segmentation, ciblage, positionnement. Et finalement, on va faire un petit rappel sur le marketing mix. Voilà, donc ça va être à peu près le plan de ce module. Donc, le plan de module, ça va être le diagnostic stratégique, la segmentation, le ciblage, le positionnement et le marketing mix. Alors, pour réaliser un diagnostic stratégique, comme vous voyez, le premier chapitre, c'est l'analyse SWOT, ou c'est l'outil le plus connu et le plus utilisé pour faire un diagnostic. Comme on a déjà dit, le diagnostic stratégique, c'est une analyse de la situation globale de l'entreprise. Alors, pour réaliser cette analyse globale de l'entreprise, on travaille avec un outil qu'on appelle analyse SWOT. On va revenir à le mot SWOT, qu'est-ce qu'il signifie. Bon, pour réaliser un diagnostic stratégique, ce que je veux dire, SWOT, comme quoi on doit faire un diagnostic interne et un diagnostic externe. Alors, c'est quoi le diagnostic interne? C'est quoi le diagnostic externe? Un diagnostic interne, c'est-à-dire on doit analyser la situation interne de l'entreprise. Donc, tous les éléments qui font partie de l'entreprise, on doit les analyser avant de prendre des décisions stratégiques. La première chose, c'est d'analyser la situation interne de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le matériel, situation financière, chiffre d'affaires, bénéfices, vente, image, réputation, part de marché, etc., etc. Capacité de production, capacité de stockage, tout ce que vous pouvez imaginer et qui fait partie des éléments internes de l'entreprise. On doit les analyser. Je qui déline les ressources humaines, qui déline mon chiffre d'affaires, qui déline ma situation financière, mon image de marque, ma réputation, etc., etc. Par la suite, on doit faire une analyse externe de l'environnement. On analyse le micro et le macro-environnement de l'entreprise. On va voir comment. Donc, on analyse la situation interne et on analyse l'environnement de l'entreprise. Donc, un diagnostic interne et un diagnostic externe. Le diagnostic interne, ça se fait à l'intérieur de l'entreprise. Le diagnostic externe, ça se fait au niveau du marché et au niveau de l'environnement. Donc, par exemple, je veux
intégrer le marché sénégalais, je dois analyser ce marché. Je veux intégrer, par exemple, le marché des produits laitiers, je dois analyser ce marché, son micro et le macro-environnement. On va voir comment. Alors, je vais revenir au diagnostic interne. Le diagnostic interne, généralement, donc pour le faire, comme on a déjà dit, on analyse tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise. Ressources humaines, matériel, infrastructure, capacité de production, image de marque, réputation, notre capacité d'innovation, de recherche et développement, les bénéfices, les ventes, la situation financière, etc., etc. Alors, l'analyse interne, elle prend vraiment beaucoup de temps. Par exemple, je vais prendre ici un exemple. Je veux analyser mon image de marque. Comment elle est, mon image de marque, ou ma réputation dans le marché. Pour le faire, je dois faire des études de marché. Donc, à la première chose. Donc, je dois faire des études de marché, des questionnaires avec les clients, avec un échantillon, etc., etc. Donc, ça va me prendre du temps. Je dois analyser ma situation financière. C'est toute une analyse. Donc, je dois faire un audit, etc., etc. Mes ressources humaines, la même chose. Je dois faire une étude avec le personnel d'hier. Je vois est-ce qu'il est motivé, est-ce qu'il n'est pas motivé, ou j'ai des problèmes, etc., etc. Alors, l'analyse interne, qui prend aussi beaucoup de temps, on l'effectue pour dégager deux éléments principaux, les forces et les faiblesses. C'est l'objectif de l'analyse SWOT. Les forces et les faiblesses. Les forces, les strengths, faiblesses, weaknesses. Donc, un strength, weaknesses. Il y a des SWOT, S ou W Donc, l'objectif de l'analyse interne, c'est de déterminer les forces de l'entreprise, finalement les éléments qui présentent une force ou les éléments qui présentent une faiblesse. J'ai fait une étude. Par exemple, l'entreprise a certains produits qui ont une mauvaise image de marque. Donc voilà, il y a une faiblesse qu'on a détectée. Après une analyse, comme quoi notre situation financière est très difficile. Il y a une autre faiblesse. Dernière l'analyse, le personnel, il est bien expérimenté. Voilà, donc c'est une force. Le personnel qui est expérimenté, il n'est pas très motivé. Il y a une faiblesse, etc., etc. C'est ça l'objectif du diagnostic interne. C'est de détecter les forces et surtout les faiblesses de l'entreprise. Tout simplement, quand on dit le diagnostic interne, on peut avoir une idée sur la capacité de l'entreprise à atteindre son objectif stratégique. Si on trouve comme quoi les faiblesses sont beaucoup plus nombreuses que les forces, comme quoi les faiblesses dominent les forces, alors là, il faut arrêter. Il faut corriger les faiblesses. Par la suite, je peux réfléchir à prendre des décisions stratégiques. J'ai comme décision d'intégrer le marché sénégalais. ومنين درت le diagnostic interne لقيت انه ديجا بعد البيرسونيل عندنا ان بيرسونيل كي ديموتيفي لقينا انه عندنا دي بروبليم فينانسي عندنا ان بروبليم au niveau de l'image de marque ودونك on doit essayer de régler بعد هاد لي بروبليم au niveau interne عاد نشوف انا comment je vais faire pour intégrer le marché sénégalais. Alors c'est ça l'objectif du diagnostic interne. Ça donne une idée à l'entreprise sur sa capacité de prendre une décision et d'atteindre un objectif stratégique. C'est ça l'objectif du diagnostic. Donc, c'est ça son importance. Donc, ça donne une idée sur la capacité de l'entreprise à atteindre son objectif.
Alors, une fois on réalise notre diagnostic interne, si on détecte des faiblesses, dans ce cas-là, on doit les corriger. Donc, on doit corriger ces faiblesses. Et bien sûr, les forces, on doit les renforcer. Alors, si on trouve comme quoi les forces dominent par rapport aux faiblesses, les forces sont plus nombreuses par rapport aux faiblesses, maintenant on passe au diagnostic externe. Donc, c'est l'étape suivante. Donc, on commence par un diagnostic interne, une analyse de tous les éléments internes de l'entreprise, et par la suite, on passe à l'analyse externe. Alors, l'analyse externe, comme on a déjà dit, c'est une analyse qui se fait sur l'environnement, et plus précisément sur le micro et le macro-environnement. Quand on dit micro-environnement, c'est l'environnement le plus proche de l'entreprise. C'est un environnement très proche de l'entreprise. Donc, l'environnement de l'entreprise, généralement, on fait deux volets, les deux niveaux. Un micro-environnement et un macro-environnement. كاين هذا الميكرو environnement اللي هو un environnement très très petit, un environnement très proche de l'entreprise, ou qui regroupe des éléments qui influencent directement l'entreprise et qui sont en relation continue avec l'entreprise. Les clients, les fournisseurs, les concurrents et les distributeurs. Ce sont les principaux éléments du micro-environnement. Alors, on dit comme décision, j'ai pris comme objectif d'attaquer un nouveau marché, le marché algérien, le marché mauritanien, le marché sénégalais. Je dois réaliser une analyse du micro-environnement. Je trouve par exemple les clients sénégalais, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quel est leur pouvoir d'achat, etc., etc. Je dois analyser les fournisseurs, les qui influent le marché. Quels sont les fournisseurs de matières premières qu'on a? Quel est leur nombre? Quelle est la qualité de leurs matières premières? Quels sont leurs prix? Et ainsi de suite. Rentre un marché, je vais intégrer un marché, je dois analyser aussi les distributeurs. C'est-à-dire, quels sont les distributeurs qui existent? Quels sont les points de vente que je peux utiliser? Je veux maintenant commercialiser, on veut commercialiser des biscuits de la marque Bimo au Sénégal. Alors, quels sont les distributeurs qui vont jouer le rôle d'intermédiaire? Quels sont les points de vente qu'on va utiliser? On va utiliser des supermarchés, des hypermarchés, des épiciers, etc., etc. Et on doit analyser la concurrence, bien sûr. Donc, quels sont les concurrents de l'entreprise? Quels sont leurs prix? Quelle est la qualité de leurs produits? Qu'est-ce qu'ils font au niveau de leur stratégie? Et comment ils sont leurs produits? Quelle est leur part de marché? Etc., etc. Voilà. Donc, cette analyse du micro-environnement, bien sûr, nous permet d'avoir une idée sur la situation externe de l'entreprise, sur la situation du marché. Bien sûr, le micro-environnement, on a les clients, les concurrents, les distributeurs et les fournisseurs. On peut ajouter d'autres éléments, par exemple les administrations. On peut ajouter aussi les institutions financières. On peut ajouter les médias. Donc, trois éléments qu'on peut ajouter au niveau du micro-environnement. Les médias, parce que l'entreprise, généralement, elle est toujours en contact avec les médias, télévision, journaux, radio, etc. Pour faire, bien sûr, pour la réalisation de ces campagnes publicitaires, de ces campagnes de communication. Les institutions financières, donc, qui regroupent les agences de crédit, les banques et les assurances. Bien sûr, aussi, donc, ce sont des éléments principaux du micro-environnement. Et aussi, donc, les administrations, voilà, qui sont aussi, donc la relation entre l'entreprise et les administrations, et se limite surtout à tout ce qui est au niveau administratif et juridique. Alors, une fois on réalise l'analyse du micro-environnement, l'entreprise passe à l'analyse du macro-environnement. Donc, c'est ce qu'il faut faire au niveau externe.
une analyse du micro, une analyse du macro-environnement. Alors, l'analyse du macro-environnement, déjà quand on dit macro-environnement, c'est un environnement beaucoup plus large, beaucoup plus global. Donc, l'entreprise a un environnement, elle est en relation avec un environnement qui est très proche d'elle, ses clients, ses fournisseurs, ses distributeurs et ses concurrents. Et elle est aussi en relation avec un environnement beaucoup plus global, beaucoup plus large, le macro-environnement, et qui regroupe des éléments qui sont un peu liés avec la situation du pays. Alors, ils sont liés avec l'entreprise, mais avec tout un pays. Alors, ces éléments du macro-environnement, ils peuvent influencer un peu l'activité de l'entreprise, mais généralement de façon indirecte. Alors, pour réaliser une analyse du macro-environnement, on travaille avec ce qu'on appelle la méthode PESTEL. Je n'y a de la méthode PESTEL. PESTEL, que je mets un peu 6 éléments, ou 5, pardon, 6 éléments du macro-environnement. Alors, je nomme les éléments. Donc, P, c'est-à-dire, on doit analyser l'environnement politique du marché ou du pays en général. Je veux, par exemple, intégrer, attaquer le nouveau marché, un marché sénégalais. Donc, je dois analyser la situation politique de ce pays. Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce qu'il y a une stabilité politique? Est-ce qu'il y a des accords, par exemple, entre le Maroc et le Sénégal, etc., etc. On doit analyser la situation économique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une croissance économique? Est-ce qu'il y a des crises économiques? Comment ils sont les taux d'intérêt au niveau du marché? Comment il est le pouvoir d'achat de la population? La situation socio-culturelle, c'est-à-dire tout ce qui est lié avec la culture, les habitudes des consommateurs, leur religion, leur style de vie, et ainsi de suite. Alors, supposons, on veut par exemple commercialiser des biscuits. Bon, des biscuits dans un nouveau marché. Alors, la population, les consommateurs, est-ce qu'ils sont habitués à consommer des biscuits? La culture, est-ce qu'ils ont cette habitude de consommer des biscuits, etc., etc. Coca-Cola, elle veut par exemple ajouter l'activité produits laitiers. Je trouve l'environnement politique, est-ce qu'il permet d'ajouter cette activité? L'environnement économique surtout, c'est-à-dire qu'il y a le marché des produits laitiers, est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en crise? Je trouve l'environnement socio-culturel. Est-ce que les Marocains sont habitués, par exemple, à consommer des produits laitiers ou non? Qu'est-ce qu'ils cherchent au niveau des produits laitiers? Par la suite, on analyse l'environnement technologique. C'est surtout pour des entreprises qui ont des activités qui font référence au domaine technologique. Une analyse du marché ou une analyse de l'environnement technologique, c'est-à-dire le territoire qu'on veut intégrer, est-ce qu'il est équipé au niveau technologique? On va intégrer le marché sénégalais. Le pays, est-ce qu'il est équipé au niveau technologique? Est-ce qu'il peut nous aider à innover par exemple, à inventer quelque chose qui est nouvel? Les produits de grande consommation, c'est pas très intéressant. Une entreprise de télécommunication, ou une entreprise des produits informatiques, ou une entreprise des jeux vidéo, etc. Si elle veut intégrer un marché, elle doit s'intéresser à cet élément. L'environnement technologique au niveau du pays, est-ce qu'il peut me permettre
de développer mon activité. On doit voir l'environnement aussi écologique. Alors, quand on parle de l'écologie, c'est-à-dire le climat, la météo, les sources ou les ressources naturelles, les, les- 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 la zone géographique, et ainsi de suite. Donc, on doit analyser tout ce qui fait référence à l'environnement écologique et naturel. Et finalement, on analyse l'environnement légal. L'environnement légal, c'est-à-dire tout ce qui est législation, les lois, les règles qui organisent le secteur. Alors, je vais donner rapidement un exemple. Une entreprise qui veut, par exemple, intégrer maintenant le marché syrien, la Syrie, ou qui veut intégrer, par exemple, le marché, par exemple, irakien, l'Irak. Le premier obstacle qu'il va rencontrer, c'est l'environnement politique. Ce sont des pays qui connaissent des guerres civiles, des problèmes politiques. Voilà. Donc, le cas de l'économie, par exemple, pas mal d'entreprises, tout simplement, euh, viennent pour investir au Maroc. Exemple de Renault, Peugeot, etc., etc. Pourquoi ils investissent le Maroc? Tout simplement parce que le Maroc, il connaît une croissance au niveau économique. Donc, c'est un pays qui connaît une grande croissance au niveau économique. C'est un pays qui donne donc des taux d'intérêt pour les entreprises qui sont très attirants, surtout. Ou c'est un pays qui fait une stabilité économique et une stabilité politique aussi. Alors, l'environnement social, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, je vais prendre un exemple, l'exemple de McDo. Donc, McDonald's, quand elle essaie de s'installer, par exemple, dans un pays, elle étudie bien son environnement socio-culturel. Elle doit respecter leur religion, elle doit respecter leurs habitudes et leurs traditions et leur mode de vie. Je vous donne un exemple. McDo, par exemple, au Maroc, elle insiste à chaque fois sur le point comme quoi ces produits sont halal. Pourquoi? Pour, bien sûr, s'adapter avec la culture et l'environnement socio-culturel des Marocains. McDo en Inde, juste à titre d'exemple, McDo en Inde, par exemple, elle ne commercialise pas des menus de bœuf. Donc, j'ai des menus de bœuf. علاش حيت تماك les vaches ils sont sacrés en Inde. Donc automatiquement elle ne commercialise pas de menu bœuf en Inde. Donc pour respecter un peu l'élément ou les éléments socio-culturels. Alors concernant l'environnement technologique, je vous donne un exemple, c'est que donc tout simplement عندي مثلا une entreprise des télécommunications pas mal de fois pour intégrer un marché, je dois m'assurer, je dois voir si le marché, est-ce qu'il est équipé au niveau technologique. Je veux intégrer le marché sénégalais, je dois voir est-ce que le Sénégal, est-ce qu'il est équipé au niveau d'infrastructures technologiques. Est-ce qu'il y a des possibilités pour innover dans ce marché. L'environnement écologique. Pas mal d'entreprises, par exemple, d'énergie renouvelable, des énergies renouvelables ou de l'énergie solaire plus précisément, ils ont choisi مثلا Ouarzazate. Donc Ouarzazate, la ville marocaine que vous connaissez tous. Donc pas mal d'entreprises de panneaux solaires ont choisi Ouarzazate pour implanter leur activité avec la ville. Pourquoi? Parce que tout simplement Ouarzazate, c'est une ville qui connaît le climat qui est favorable pour les panneaux solaires. Pas mal d'entreprises, ils ont choisi le Maroc pour investir. Renault, Peugeot. Pourquoi? Parce qu'il est proche de l'Europe. Donc là, on parle un peu de zone géographique. Donc il est proche de l'Europe. Alors, pour l'environnement légal, donc, qui est relatif à la législation, alors, il y en a pas mal de fois,
des entreprises qui choisissent un pays parce que au niveau législatif, il est très souple. Alors, je vais vous donner un exemple. Le cas des centres d'appel qui viennent au Maroc. Les centres d'appel qui viennent au Maroc, ils profitent de grandes facilités qui sont accordées par l'État marocain. Donc, l'État marocain offre vraiment de grandes facilités, de grands avantages aux centres d'appel. Au niveau des impôts, au niveau des taxes, au niveau des lois, etc., etc. Pourquoi? Parce que les deux gagnent. L'État, d'un côté, il diminue le taux de chômage, ou d'un autre côté, le centre d'appel choisit le Maroc à cause de ses avantages. Voilà. Donc, là, on voit comment à peu près on peut, bien sûr, on doit analyser les éléments du macro-environnement. Alors, maintenant, on va passer pour voir quel est l'objectif de cette analyse. Pourquoi on fait une analyse du micro-environnement? Pourquoi on fait une analyse du macro-environnement? Donc, pour récapituler, on a dit comme quoi l'analyse du micro-environnement permet d'analyser les clients de l'entreprise, ses fournisseurs, ses distributeurs, ses concurrents, les médias et les institutions financières, plus les administrations qu'on peut aussi ajouter, et les associations, etc. L'analyse du macro-environnement permet d'analyser l'environnement politique de l'entreprise, l'environnement économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Les 6 éléments qui ont ce qu'on appelle l'analyse PESTEL. Donc, PESTEL, voilà, P, E, S, T, E et L. Alors, les 2 éléments qui font partie du diagnostic externe, on les analyse pour déterminer ce qu'on appelle les opportunités et les menaces. Opportunités et menaces. Qu'est-ce qu'on veut dire par les opportunités? Alors, les opportunités, ce sont on peut dire des occasions, des chances, des occasions, des chances, des avantages qui sont offerts par l'environnement et qui peuvent nous permettre de développer notre activité. Par exemple, je vous dis, on veut intégrer un marché, on a trouvé que l'État va nous offrir de grandes facilités. 5 ans d'exonération. Donc, c'est une opportunité. On veut intégrer un marché, alors la situation, le marché, il est plein de sources naturelles. Alors là, c'est une opportunité. Les clients, par exemple, du marché, les clients ont un pouvoir d'achat qui est élevé. Alors là, c'est une opportunité. On a une concurrence qui est faible. Le nombre des concurrents est faible. C'est une opportunité pour nous. C'est un avantage pour nous qui va nous permettre de développer notre activité. Par contre, ça permet aussi de détecter les menaces. Ou les menaces, c'est la partie un peu la plus difficile dans toute cette équation. Les menaces, ce sont des dangers, ce sont des risques qui viennent de l'environnement ou qu'on ne peut pas les éliminer. ماشي بحال les faiblesses. Les faiblesses, quand on en a parlé tout à l'heure des faiblesses, les faiblesses, on peut les corriger. Si je trouve un problème au niveau matériel, bon, le personnel est démotivé, c'est une faiblesse, mais je peux la corriger. Un manque de personnel, on peut le corriger. Un problème, par exemple, au niveau du matériel, un manque de matériel, c'est résolvable, on peut le corriger, on va acheter du matériel et point final. Mais les menaces, non. Les menaces, on ne peut pas les éliminer. Je veux entrer dans un marché. Le marché, le pays, par exemple, il connaît la guerre civile. C'est une menace de l'environnement politique. Donc, pour moi, ça va être un grand obstacle, une menace. On veut intégrer un marché, on a trouvé que les fournisseurs ou le nombre des fournisseurs est très limité.
il y a un seul fournisseur ou les deux fournisseurs de matières premières. Alors, donc, c'est une très, très grande menace. علاش حيت un seul fournisseur ou deux fournisseurs, ils vont m'imposer leurs conditions. لقيت comme quoi un marché, il connaît une très, très forte concurrence. Alors là, c'est une très grande menace. On était dans un marché et il y avait une catastrophe naturelle qui a détruit notre usine. Donc, une menace de l'environnement écologique. Un séisme, ou des inondations, un tremblement de terre, ou je ne sais pas quoi. Donc, une menace de l'environnement écologique et naturel. Alors, les menaces, on ne peut pas les éliminer. C'est ça l'objectif du diagnostic externe. C'est de déterminer les opportunités et les menaces du marché. Alors, si les menaces du marché sont beaucoup plus nombreuses que ces opportunités, alors là, il faut reculer. Il faut reculer, il faut faire le stop et arrêter et attendre. Et pourquoi pas même, on doit réfléchir un peu à changer notre décision stratégique. Un marché qui connaît beaucoup de menaces, c'est un marché qu'il faut éviter. Je le dis et je le redis. Les menaces, on ne peut pas les éliminer. Tu ne peux pas éliminer une catastrophe naturelle, ou une guerre, ou une crise économique, ou une concurrence forte. Non, on ne peut pas les éliminer. Donc, il faut les éviter. Donc, généralement, si on trouve comme quoi le marché il connaît beaucoup de menaces, de préférence dans ce cas-là, il faut reculer, il faut attendre, et même parfois, il faut l'éviter carrément. Si le marché présente plus d'opportunités, alors là, on peut avancer. Donc, c'est ça l'objectif de l'analyse SWOT. SWOT signifie strength, weakness, donc c'est force, faiblesse, opportunities, opportunité, et threat, menace. Donc, c'est ça le principe de l'analyse SWOT. Ça permet de faire un diagnostic interne pour dégager les forces et les faiblesses de l'entreprise et un diagnostic externe pour déterminer les opportunités et les menaces du marché. Donc, si les forces dominent par rapport aux faiblesses, là, ça signifie qu'on a la capacité de prendre une décision stratégique. Par la suite, une fois on réalise l'analyse interne, on passe à l'analyse externe et on analyse tout le marché, où c'est une analyse qui prend aussi beaucoup de temps. Donc, on analyse le marché externe pour déterminer les opportunités et les menaces. Si le marché présente beaucoup d'opportunités, alors là, on peut avancer. Ça signifie comme quoi on a la capacité de prendre la décision et aussi le marché nous permet et va nous aider aussi à atteindre notre objectif. Donc, et c'est ça l'objectif du diagnostic interne et externe et plus précisément de l'analyse SWOT. Alors, pour qu'on termine, on va voir un exemple de la matrice à l'analyse SWOT. Donc, si jamais on vous demande de réaliser une analyse SWOT, on doit l'élaborer de cette façon. Vous pouvez avoir une étude de cas, un exemple, pour faire une analyse SWOT. Alors, pour le faire, on doit procéder de cette façon. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces sous forme d'une matrice ou d'un tableau. Et on doit mettre et présenter les forces de l'entreprise, ses faiblesses, ses opportunités et les menaces du marché. Alors, on a l'exemple donc de l'analyse SWOT de l'entreprise de la marque Dacia. Comme vous le connaissez, Dacia est une entreprise d'automobile qui se fabrique au Maroc. Donc, parmi ses forces, c'est que ses prix sont raisonnables. Elle a une forte capacité de production, donc une très forte capacité de production. C'est un produit qui est fabriqué au Maroc, donc on peut le considérer comme une marque made in Morocco. Les coûts sont faibles, ses coûts de fabrication sont faibles parce qu'elle est fabriquée tout simplement au Maroc.
C'est le leader du marché marocain d'automobile parce qu'elle a la plus grande part du marché et elle a un chiffre d'affaires qui est très fort. Alors, comme vous le constatez, les forces كاملين, ce sont des éléments internes. Ce sont des éléments internes. Passons aux faiblesses. Alors, pour les faiblesses de la marque Dacia, c'est qu'elle a soi-disant une mauvaise réputation. Donc, qu'il y a certaines personnes, une grande catégorie qui a une mauvaise image sur la marque Dacia, comme quoi elle n'est pas très robuste, peut-être elle est moins sécurisée, donc d'après leur point de vue, bien sûr. Le personnel, il est par exemple démotivé et une faible capacité d'innovation. Alors, si vous le constatez, d'après cet exemple, on peut dire comme quoi tous les éléments qui font partie des forces et des faiblesses sont des éléments internes. C'est le point comment on peut faire la différence entre force et opportunité et faiblesse et menace. Les éléments internes, soit ils vont être des forces ou des faiblesses. La réputation, le personnel, l'innovation, chiffre d'affaires, ou ce sont des éléments qui sont contrôlables, que l'entreprise peut contrôler et qui appartiennent à l'entreprise. Les opportunités et les menaces, ce sont des éléments soit du micro ou du macro-environnement et qui sont externes et qui sont incontrôlables, c'est-à-dire on ne peut pas les contrôler. Alors, on va voir une idée, par exemple, sur les opportunités et les menaces qui sont au niveau du marché d'automobile. Donc, les opportunités du marché, c'est qu'il connaît une forte demande. C'est un marché qui est en croissance, c'est-à-dire qui est en développement continu. Une réglementation favorable. Bien sûr, on parle ici de l'État qui offre des facilités pour les constructeurs automobiles au Maroc. Des facilités accordées par les institutions financières, par les banques, et la proximité du marché européen. Donc, ce sont des opportunités pour Dacia, pour développer son activité. La demande, la croissance du marché, la réglementation, etc. Alors, les menaces qui existent au niveau du marché, ce sont spécialement la concurrence, qui est très forte, un pouvoir d'achat du consommateur marocain qui est assez faible, une crise financière qui est due, soi-disant, à la crise sanitaire du Covid. Donc, ce sont des menaces qui ont un peu stoppé ou qui ont créé des problèmes pour Dacia. Mais ce sont des menaces externes. C'est-à-dire, Dacia, elle ne peut rien faire face à ces menaces. En même temps, on ne peut pas éliminer la crise sanitaire, le Covid, qui avait comme conséquence une crise financière. Donc, on ne peut pas les éliminer. C'est pour cela, les menaces, on doit seulement essayer de les éviter. Voilà, donc c'est un exemple de l'analyse SWOT. Alors, voilà, donc comme ça, ça sera tout pour cette séance. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez les poser sans aucun souci.